Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là, Peintre du dimanche. Je voudrais être partout à la fois et je n'y arrive pas. Donc je me suis dit, je vais relire un peu. Voilà. Alors, il s'agit de parler de la place qu'on occupe dans une famille et d'un seul coup, on se rend compte que j'interroge comment on devient artiste, etc., etc. Toi, artiste, mais pour qui tu te prends? Voilà. Je me suis entendu dire ça il y a quelques décennies. Au moins celui-là avait-il le mérite, soyons optimistes, je vous prie de dire tout haut ce que d'autres, peut-être, dans mon entourage, pensaient tout bas. Nul doute devant un mur d'incompréhension, face au milieu d'où l'on vient, que ce soit là quelquefois le non-dit véritable. Comment imaginer une seule seconde que quelqu'un de son entourage ait le moindre talent de quelque nature que ce soit, d'ailleurs, et pas uniquement artistique, si ce talent ne s'inscrit pas dans une lignée, celle toujours de la famille et ou de la culture qui nous a vu naître et la tolérer. Quand j'étais pensionnaire à Barentin, au collège, enfin lycée Thomas Corneille, à côté quoi, une amie à moi, donc Catherine Bernard, une amie à moi voulait devenir esthéticienne. Le jugement de son père, c'était que c'était un métier de salope. Enfin, et que donc il n'en était pas question. Imaginez donc ce qu'il en serait advenu si par mégarde elle avait voulu devenir actrice. Je n'ose imaginer. Un autre, aussi, de mon entourage, interdisait purement et simplement à ses enfants de faire leurs devoirs, pour s'assurer du mieux qu'ils le pouvaient qu'ils ne pourraient en aucune façon poursuivre leurs études. Une fois qu'il était couché, pour cuver son alcool, la mère réveillait ses enfants et autour de la table de la cuisine, le père endormi, ils faisaient leurs devoirs. Une autre déconseillait purement et simplement à ses enfants d'avoir des livres et de lire, parce que ça ne rapportait rien. Ce ne sont pas là des inventions de ma part, dois-je le préciser, mais la vie réelle, ici, là, dans le milieu d'où je viens, dans les années 70. Le milieu agricole, entre autres, mais pas uniquement, agricole, ouvrier, en Seine-Maritime. Ce n'était, sur ce point, dois-je le préciser, absolument pas la position de mes parents, bien au contraire. Mais chez d'autres, je l'ai entendu et observé. Mais pour qui tu te prends? Un tel reproche, celui de me percevoir comme artiste, ne serait jamais venu d'eux. C'était pour eux quelque chose d'étranger et donc de curieux, c'est un fait. Mais ils étaient tous les deux bien trop intelligents pour s'abaisser à dénigrer qui que ce soit sous des prétextes aussi stupides. Je veux dire que ça n'est pas parce que ça leur était étranger qu'ils m'auraient condamné. C'est un fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on prend conscience du fait qu'on a la fibre artistique? Pour moi, ça ne se décide pas en un jour. Des signes avant-coureurs existent, dont nous seuls souvent avons conscience. Dès le plus jeune âge, je crois, le fait d'avoir observé certaines choses qui, accompagnées d'un ressenti qui nous bouleverse pour la vie entière, nous réchauffe le cœur avec l'absolue certitude que ce moment-là, d'une joie incommensurable, personne n'est capable de l'observer, de le reconnaître, de l'estimer à sa juste valeur, et pas davantage de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle des moments extatiques, avec un sentiment de bien-être d'une incroyable intensité, qu'on appelle le bonheur, et qui nous procure dès l'enfance ce sentiment d'avoir trouvé en nous une source de félicité sur laquelle notre vie entière nous pourrons nous reposer. C'était pendant mon stage, pour obtenir mon BAFA, quand j'étais ado. Juste 1 heure ou 2, on me proposait de découvrir la terre cuite. J'avais fait un buste d'environ 10 ou 12 centimètres. Il s'agissait d'un buste d'un homme triste, qui avait beaucoup souffert. Avoir découvert comment, de façon parfaitement symétrique, les 2 pouces pouvaient ainsi modifier les traits sur son visage m'avait apporté une joie immense. Je rêve de revenir à la terre cuite à chaque fois que ça me revient en mémoire. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur le sujet. Là, je suis accaparée par le jardin. C'est aussi la terre, mais bon, on ne peut pas être partout. J'ai toujours eu la certitude qu'en chacun de nous, et c'est valable pour n'importe qui, que nous détenons en nous un potentiel inexploré, comme une sorte de boîte à outils dont on ignorerait certains outils encore. Il m'a fallu attendre la quarantaine pour que, subissant cette dépression, je commence à écrire, et c'est Thomas Fersen qui m'a mis le pied à l'étrier d'une certaine façon, enfin avec beaucoup d'internet quand même, bien malgré lui, et au début, il faut le reconnaître. Si l'on m'avait dit les décennies précédentes qu'un jour j'écrirais des livres au point d'être édités, j'aurais bien ri. Pourtant, et voilà où ça m'a mené.
C'est ce que Michel Drucker appelle se fabriquer ses propres béquilles. J'ai connu ça enfant, quand, âgé de quelques années seulement, je portais alors toujours un tablier en coton jaune clair et je marchais en toute liberté dans la cour, devant la cour de la ferme, enfin devant la maison de la ferme. Les renoncules étaient aussi hautes que moi et j'évitais si possible en marchant les bousses de vache. J'étais coiffée au carré avec une frange. Sur la poche de ma petite blouse jaune, il y avait brodé une petite fille façon poulpeau avec un panier de couleur rose. À cette époque de ma vie, je n'avais que quelques années, je parvenais à attraper, je me demande bien comment, les papillons, Pierrites du chou, qui volaient par coupe et je leur caressais les ailes avec cette farine blanche, enfin jaune pâle, si caractéristique. Mais je ne leur faisais aucun mal. Quand j'avais appris que ça leur faisait du mal, j'avais cessé de chercher à les attraper. Je jouais beaucoup aussi avec les coccinelles, qui me semblaient comme des petits bijoux d'insectes créés juste pour moi. Et curiosité, ce matin, dans mon jardin ici, je suis tombée sur un truc doré. Ça me reviendra le nom. Le nom m'échappe. Ça me reviendra. Plus tard, sur le bord d'un tas de sable, je jouais au lotisseur et plantais en terre des herbes sèches pour figurer des arbres alignés. Il est bon de noter que je n'ai jamais cherché pour autant à en faire mon métier. Plus tard, avec ma petite sœur Nathalie, alors que notre père avait fait tomber un grand chêne malade qui aurait pu menacer la maison pendant une tempête, je me revois sur le seuil de la porte de la maison avec notre mère et un homme grimpé à mi-hauteur avec une tronçonneuse. J'avais dit à maman, je préfère que ce soit le monsieur qui soit là-haut plutôt que ce soit papa, ce qui l'avait fait rire. Une fois l'arbre tombé, dont je n'ai plus le souvenir, nous avions demandé à maman de vieux couverts de cuisine, couteaux, fourchettes, surtout et cuillères, pour décortiquer autour des racines la terre et faire comme si c'était une montagne et construire des routes et y jouer avec des petites voitures. Mais on avait pris notre pied avec ça, avec Nathalie, on a dingue. Bon, je sais que beaucoup d'enfants en Pays de Caux ou ailleurs se sont toujours beaucoup amusés à fabriquer des objets, avec la terre des taupinières, au point de demander aux parents de les faire cuire au four, ce qui, hélas, ne fonctionnait jamais, vu que cette terre n'était pas assez argileuse. Quel pourcentage, sous ce prétexte, serait devenu potier ou potière? On ne sait pas, et on ne le saura jamais. Au fur et à mesure que les années passent, on observe les autres enfants, ce qu'ils aiment, ce qu'ils imitent aussi, bref, on fait son apprentissage, et on prend conscience que non, vraiment, c'est telle activité qui nous branche et pas telle autre. Un jour, il y a une trentaine d'années, une prof expliquait à une maman que son enfant, non, à la belle maman justement, expliquait à la belle maman que l'enfant en question était vraiment très doué pour la musique et qu'elle devait en tenir compte au point qu'il serait sage peut-être d'envisager, qui sait, d'en faire son métier un jour, enfin en tout cas d'en tenir compte. La belle-mère, pas très futée et surtout pas douée pour un sou, pour imaginer l'importance mais surtout la subtilité de ce qui lui était expliqué, avait trouvé cette réflexion complètement stupide, considérant que ce n'est pas ce type de conseil qui ouvrirait à cet élève une perspective professionnelle. Seconde lecture, comme c'était la belle-mère, elle était surtout pressée qu'il apprenne un métier pour qu'il dégage. La belle-mère dont je vous parle, je l'appellerai, si vous le voulez bien, bourrique en chef, n'avait en aucune façon saisi ce qui lui avait été expliqué. Il s'agissait simplement d'observer ce pourquoi l'élève était le plus doué, ce qui ne valait aucune injonction particulière ou qui ne fermait aucune porte, mais appuyait sur le fait que doué pour la musique, persévérant dans ce domaine, il se sentirait mieux pour faire face aux difficultés de la vie, et que parallèlement, ça ne lui interdisait pas de persévérer vers une voie professionnelle autre, pour faire bouillir la marmite, quoi. Certains adultes ont des œillères si lourdes à déplacer et à faire tomber. C'est en tant que pourvoyeur de bien-être individuel qu'une activité artistique doit être envisagée dès l'enfance, et uniquement en ce sens qu'elle doit être envisagée. Ceci d'autant plus que l'activité artistique présente aussi l'énorme avantage d'apprendre la persévérance, qui fait tellement défaut aujourd'hui, et pas uniquement aux enfants, mais aussi aux parents. Notre relation au temps est gravement altérée depuis fort longtemps. C'est la mécanisation dans un premier temps qui l'a ainsi abîmée, et c'est devenu aujourd'hui un problème sociétal de tout premier ordre. Le symptôme ultime qui l'entretient s'appelle le scrolling. Les fabricants de portables devraient offrir la possibilité de le limiter dans le temps. C'est à cause de cette difficulté éprouvée dans la relation au temps que beaucoup
souffrent du trouble de l'attention et de la concentration. N'importe quelle activité manuelle présente l'énorme avantage de faire travailler les enfants et les adultes sur ce point précis.